En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le foot. Dans cet épisode, je reçois Yohan Kurbilier. Yohan est le directeur adjoint du centre de formation du TP Mazembe en République démocratique du Congo et aussi l'entraîneur du CS Don Bosco, équipe de l'académie, jouant également en première division. Sa rencontre avec Régis Laguesse, ancien formateur de la fameuse académie JMG en Côte d'Ivoire, a été décisive. C'est Régis qui lui a proposé de l'accompagner sur ce projet à Lubumbashi, dans le sud de la RDC, il y a déjà 7 ans. Aujourd'hui, son parcours atypique, son ouverture d'esprit et sa formation en psychologie permettent à Yohan d'offrir un accompagnement exceptionnel aux jeunes de l'académie. Les nombreuses anecdotes qu'il nous livre durant cet épisode montrent son attachement profond au continent africain et sont une véritable immersion dans son quotidien. Préparez-vous à un vrai voyage dans le foot africain. Bonne écoute. Bonjour Yohan Kurbilier, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, parfaitement. Ouais, je suis très content de te recevoir aujourd'hui et d'avoir un peu de temps pour discuter de ton expérience, parce que là, ça fait quelques années que tu es en Afrique. Effectivement, plus d'une dizaine d'années, effectivement. Voilà, donc on va beaucoup parler de ça et on va partir en voyage avec toi du coup. Mais est-ce que tout d'abord tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Yohan Kurbilier. J'ai un master de psychologie que j'ai passé à Paris. Je suis originaire de la région Île-de-France, de Paris, et j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance en France. Et en parallèle, j'ai passé des diplômes d'éducateur sportif. J'ai travaillé dans des clubs avec des catégories de jeunes, école de foot, équipe féminine. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai pu également pousser la porte du voyage à travers le football, entre autres, mais également des activités type bénévolat, volontariat à l'étranger, en Afrique de l'Ouest principalement, pendant les vacances universitaires. Et c'est de là que j'ai goûté, on va dire, pour la première fois au continent africain. Parce que c'était un objectif en soi. Depuis tout jeune, tu savais que tu voulais voyager ? C'est ma mère qui m'a donné le goût du voyage. Avant, été amené à voyager, à être curieux, parce que voyager pour moi, c'est pas forcément traverser des frontières. Quand on amène un enfant au théâtre, au musée, au cinéma, dans une bibliothèque, quand on lui raconte des histoires le soir à travers des contes, etc. Pour moi, c'est déjà un voyage, parce qu'à travers la lecture, les images, à travers les restaurants, quand on t'amène à Paris, les restaurants chinois, indiens, que sais-je, antillais, etc. Et ben, c'est déjà une ouverture parce qu'on rencontre des gens qui viennent d'autres cultures et à travers des plats, des films, des récits, déjà on voyage parce qu'on aiguise sa curiosité, on ouvre des pans de connaissances que l'on n'avait pas dans notre milieu, entre guillemets, naturel, qui était le mien, Paris, donc une grande ville urbaine, cosmopolite. Et donc le voyage, il est arrivé avant tout à travers mon éducation. Quand moi j'ai été à l'université, des amis qui me disaient on a une association, chaque année on va l'été pendant 1 ou 2 mois en brousse, en milieu rural, en Afrique de l'Ouest, pouvoir faire de la sensibilisation sur le VIH par exemple, ou faire du soutien scolaire, du reboisement. Et ben à partir de là, ça paraît naturel. Donc pour revenir au début de la conversation, c'était pas une envie que j'avais forgée en moi depuis très longtemps d'aller en Afrique. Par contre, à chaque fois que j'ai eu des opportunités à travers des rencontres, à travers des propositions, moi j'ai toujours fait en sorte d'ouvrir la porte et d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Et en parallèle, tu avais cette histoire de... Tu avais le foot avec, comme objectif ou comme ligne de mire. Alors le foot déjà en tant que joueur, parce que moi ce qui m'intéresse le plus dans le foot c'est le jeu, c'est la passion du jeu. Donc là j'ai évoqué ma mère avec la curiosité intellectuelle. Là, c'est mon père qui m'a amené au football parce que était fan de football. Mon prénom Johan vient de Johan Cruyff, donc déjà c'est pas anodin. Et donc le football, avant tout, j'y suis arrivé à travers mes premiers pas et à taper dans un ballon tout gamin et vraiment tout de suite pris par ce sport parce que c'est là que je me sentais le plus épanoui à travers cette activité sportive, à travers les rencontres, les moments partagés avec les copains, les amis, on connaît tous. Voilà,
ces petites madeleines de Proust, de jouer contre un mur avec un ballon seul pendant toute une après-midi ou d'aller au parc avec des copains pour aller taper le ballon entre quatre arbres, mettre son pull par terre pour faire les poteaux et passer une après-midi et que le temps file à une allure vertigineuse parce que c'est des moments dans lesquels il y a la fraternité, le respect, l'apprentissage, la découverte aussi, parce que parfois tu vas jouer sur des terrains qui t'amènent un peu plus loin que ton quartier, donc c'est aussi des aventures. Donc voilà, le football, j'y suis venu comme ça. C'est une passion qui remonte à l'enfance. Et ensuite, de manière, en tant qu'encadreur, je suis passé de l'autre côté, je me suis mis à encadrer des jeunes. Le fil rouge chez moi, c'était pas une finalité de travailler dans le sport ou dans le football. Mon fil rouge, ça a toujours été d'encadrer. Donc, j'ai travaillé dans des écoles, sur du soutien scolaire. J'ai travaillé dans des associations auprès d'handicapés, avec des handicaps lourds, physiques comme psychiques. Et j'ai pu ensuite passer des diplômes d'encadreur avec la Fédération française de football et j'ai entraîné dans différents clubs. Et c'est ça qui m'a amené petit à petit à l'Afrique et au sport, mais on va dire plutôt par un cheminement et par des rencontres et une envie d'encadrer des jeunes, des adolescents. Et voilà, petit à petit, ça s'est structuré. Et après, donc, tu as eu un appel, ou en tout cas une opportunité, pour partir en République démocratique du Congo. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer comment c'est arrivé dans ta vie, justement? Bien sûr, donc c'est un cheminement. Donc je suis pas arrivé tout de suite en République démocratique du Congo. J'ai d'abord eu une proposition pour aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et plus particulièrement dans un quartier qui s'appelle Yopougon, qui est maintenant un peu connu sous nos latitudes françaises, puisqu'il y a eu une bande dessinée qui a été ensuite adaptée en dessin animé qui s'appelle Aya de Yopougon. Et c'est un quartier extrêmement populaire, le plus vaste d'Abidjan, où il y a très peu d'expatriés. Et c'était une expérience humaine incroyable. Un ancien joueur qui était franco-congolais, qui souhaitait monter une académie en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yopougon, et qui avait besoin d'un profil un peu transversal, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse évidemment mener les séances d'entraînement, mais quelqu'un qui se retrouve aussi dans l'environnement africain, parce qu'il fallait trouver un terrain, faire la détection des jeunes, structurer un peu le budget, etc. Donc il fallait avoir plusieurs casquettes avec des moyens limités, il fallait avoir de l'ingéniosité, la persévérance, parce que c'est un quartier très populaire africain, avec peu de confort, et il fallait pouvoir vraiment aller sur le terrain, on va dire ça comme ça. Et c'est moi ce qui m'a plu, c'était pas d'avoir des garanties ou d'avoir des perspectives définies avec un projet, un business plan tout tracé. J'étais plus jeune à l'époque, j'avais 26 ans, j'ai terminé mes études, je travaillais à la DASES, hein, l'ancienne DAS, donc l'aide sociale à l'enfance en France en tant que psychologue. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a plu parce qu'il y avait cette aventure, ce voyage. Et voilà comment je suis arrivé sur le continent africain pour la première fois. Et ensuite, c'est à travers les rencontres, tout simplement. Alors, il y a forcément, c'est pas linéaire un parcours, puisque par exemple en Côte d'Ivoire, il y a eu une crise post-électorale qui a fait que malgré toute la bonne volonté, on ne pouvait plus rester. Donc, j'ai dû rentrer ponctuellement en France. De là, à travers le réseau et les rencontres que j'avais eues, on m'a proposé le même type de projet au Congo-Brazzaville avec un ancien joueur français d'origine ivoirienne cette fois-ci, mais qui voulait travailler sur le Congo-Brazzaville. Donc j'ai été à Brazzaville, dans le quartier de Diata, qui est également un quartier populaire, mais au centre-ville. Et voilà, on a structuré les choses de la même manière, avec des catégories de jeunes, rechercher, détecter des talents, des jeunes talents autour de 12-13 ans, et ensuite pouvoir les encadrer au mieux pour essayer de les faire évoluer dans le monde du football. Comment ça se passe? Ouais, tu me dis, c'est des gens qui ouvrent des académies. C'est quoi en fait l'objectif? Bon, alors, c'est difficile de généraliser parce qu'il y a tout type de structure, tout type de moyens, tout type d'objectifs. Moi, les structures sur lesquelles j'ai travaillé dans un premier temps, c'était des structures modestes, dans le sens où ce n'étaient pas des énormes capitaux, des énormes investisseurs.
il y avait un double objectif sans trahir la parole des promoteurs de l'époque. C'est des gens d'abord qui voulaient rendre à leur continent. Ça peut paraître un petit peu, oui, image d'Épinal, un peu édulcorée, mais c'est des Français d'origine africaine qui ont travaillé dans le sport, qui ont fait une carrière en France, qui ont une famille, qui ont un vécu, des diplômes et qui souhaitent quand même, malheureusement, quand ils rentrent en Afrique, ils voient bien le manque de développement du football de manière générale et qui souhaitent apporter justement une part de leur expérience, une part de leur vécu pour structurer des choses et donner la possibilité à des jeunes, puisqu'on sait que malheureusement les fédérations ne mettent pas toujours tous les outils et les moyens à disposition pour le football des jeunes sur le continent. Et l'objectif ensuite, évidemment, qu'ils puissent d'abord s'intégrer au niveau national, parce qu'on sait que le gap, il est énorme entre l'Afrique et l'Europe au niveau du football. Donc, il est difficile de rêver de faire des tremplins directs entre des clubs, des structures africaines de formation et des grands clubs européens. Mais d'abord de pouvoir alimenter, même si le terme n'est pas très noble, mais alimenter le football africain à travers les championnats, de pouvoir avoir des joueurs qui ont une formation. Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui viennent, qui avec des qualités extraordinaires, mais avec très peu d'encadrement et de formation, et qui mettent du temps à émerger sur les championnats nationaux africains, qui arrivent très tard, parce que c'est des championnats avec des terrains difficiles, avec des conditions de jeu qui réclament beaucoup d'aspects athlétiques. Et de pouvoir former des joueurs plus jeunes, ça permet d'avoir des profils et des joueurs qui peuvent émerger plus tôt en mettant en avant d'autres qualités de vivacité, de technique, d'intelligence de jeu à travers avant tout leur capacité à eux et puis aussi aidés par un encadrement. Mais toi, ça doit être un travail super intéressant, mais très compliqué, ça, de tous ces enfants qui rentrent dans ces académies et qui rêvent, tu vois, ce rêve d'aller jouer en Europe et la réalité du terrain où tu sais que très, 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 très peu d'entre eux vont réussir à atteindre leur objectif. C'est très juste, c'est pour ça que mon bagage voilà, de psychologue, d'éducateur a pu me servir parce que, évidemment, moi, j'ai toujours martelé aux familles de faire très attention et parce qu'il y a évidemment un miroir aux alouettes, un Eldorado, appelons ça comme on veut, qui fait qu'il y a eu certains succès sur le continent africain et que, du fait du manque de débouchés économiques pour un grand nombre de jeunes actifs, puisqu'on sait bien que les pyramides d'âge de ces pays font que la démographie elle est constituée essentiellement de jeunes adultes ou d'adolescents en formation. Et ça peut paraître être un moyen d'accéder à une meilleure condition. Mais évidemment, quand on a la connaissance de l'envers du décor, des débouchés réels dans le football professionnel, des salaires qui sont très bas au niveau africain, et ben, on sait bien que si on est honnête avec soi-même, on ne peut que mettre en garde les familles et les joueurs. Moi, à mon niveau, j'ai toujours dit aux familles qu'il fallait absolument conserver la scolarité des enfants, car souvent, j'ai entendu des discours très simpliste de la part des parents en disant il a choisi de faire le football, donc il n'est pas à l'école, comme si c'était l'un ou l'autre. Donc évidemment, il y a tout un travail énorme de pédagogie, de compréhension à faire auprès des parents. Il y a des parents qui peuvent paraître un peu butés à premier abord, mais quand vous avez des explications avec des arguments, avec une expérience, un bagage, ils peuvent commencer à entendre, certains joueurs également. Pour autant, il ne faut pas briser des rêves, il ne faut pas empêcher à chacun d'essayer d'atteindre ses objectifs, mais en toute connaissance et en toute conscience pour pouvoir, moi j'ai toujours utilisé une image en disant, vous avez demain, vous mettez le football d'un côté, vous mettez les études de l'autre côté. Si ça marche d'un côté, tant mieux, mais vous avez l'autre pour vous rattraper. Mais ne pas tout investir dans le football, parce que là, par contre, c'est évidemment, c'est dramatique. J'en discutais justement avec Jimmy Adjovi Boko. Tu sais, il a créé l'académie Diamba au Sénégal avec Patrick Vieira et Bernard Lama dans les années 2000. Et ouais, justement, lui, il disait, eux, quand ils ont des jeunes qui rentrent dans l'académie à 12 ans, il les assure de les garder jusqu'à leurs 18 ans, même si au niveau footballistique, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas arriver à atteindre le haut niveau. Et son idée, c'est bien sûr, on veut former les meilleurs,
mais on veut pas passer à côté de carrière professionnelle de nos jeunes, et donc on va pas leur dire de partir au milieu de leur cursus et leur parcours. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Tout à fait. Moi, je connais bien Diambar. Ils ont une deuxième académie qui se situe en Afrique du Sud. J'avais été les visiter et passer 2 semaines sur place. Ils sont dans des super conditions. Ils ont fait un partenariat avec un collège sur place, avec des infrastructures de qualité, et ils sont scolarisés à l'anglo-saxonne avec les Blazers dans un très bon établissement scolaire. Et effectivement, pour parler de Diambar, ils ont des fonds aussi de la coopération française, et ils ont un accès, un accent qui est mis vraiment sur le côté éducation, développement, instruction. Et c'est tout à fait louable, c'est à souligner, c'est à mettre en exemple. Malheureusement, beaucoup d'académies qui se donnent le nom académie n'ont pas ce que requiert normalement un canevas d'académie ou de centre de formation en Afrique. Et la problématique, elle est du fait des institutions nationales, les fédérations, les ministères des Sports, qui ne donnent malheureusement pas suffisamment de moyens et ne structurent pas suffisamment, car il y a des académies qui souhaiteraient pouvoir donner cette instruction, pouvoir assurer de former des hommes au-delà de former des footballeurs. Mais bon, après, il y a des réalités économiques, mais heureusement qu'il y a ce type d'initiatives qui peuvent servir justement d'exemple et de modèle pour pouvoir tracer un chemin pour les autres structures. Bien sûr. Lui, il disait, c'est grâce à notre réseau avant tout qu'on a réussi à avoir justement à lever ces fonds en France, en Europe, pour atteindre notre objectif. Et donc, après le Congo-Brazzaville, tu as continué ton chemin en Afrique. Tu es resté combien de temps à Brazzaville? Alors, je suis resté 2 ans à Brazzaville. Et de là, j'ai rencontré une personne qui a été extrêmement importante dans mon parcours, Régis Laguesse, qui est un ancien joueur professionnel en France, qui a fait une finale de Coupe de France, qui a travaillé et joué à Angers, au Stade Rennais, à Bastia, et qui a eu une aventure assez extraordinaire avec Jean-Marc Guillou en Ouais. Afrique, à travers la SEC d'Abidjan, les Mimos Sifcom, avec toute la génération dorée ivoirienne, des frères Touré, des Okora, des Gervinho. Doué, des Gervinho, voilà, donc c'est un palmarès extraordinaire, et c'est la référence en termes de formation africaine, donc à travers la méthode qu'a initiée et qui est homonyme, la méthode JMG, Jean-Marc Guillou. Donc Régis Laguesse, qui a travaillé longtemps sur le continent africain avec Jean-Marc Guillou. J'ai eu la chance de le rencontrer à Brazzaville à travers les réseaux sportifs, hein. Ça reste un petit monde quand on est en Afrique et qu'on est dans le football. On se croise sur les terrains à travers des amis communs, des techniciens. Et voilà, on a une rencontre, ça a accroché entre nous. Et de manière concomitante avec notre rencontre, il a été appelé au tout-puissant Mazembe, donc à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, pour pouvoir structurer et monter le centre de formation du tout-puissant Mazembe, qui est un club multiple champion d'Afrique sur le Ouais, c'est un des continent, clubs les plus importants d'Afrique. un des clubs les plus importants, classé dernièrement, je crois, troisième au niveau continental sur les différentes classements et cotations, Mm. avec de nombreux titres. Et, mais à qui il manquait pour se professionnaliser un centre de formation. Et donc, Régis Laguesse a été nommé par le président Moïse Katumbi pour pouvoir monter ce centre de formation avec, comme on en parlait précédemment, avec pour le coup tous les critères d'un grand centre de formation, c'est-à-dire avec des infrastructures dignes de ce nom, avec une prise en charge médicale, scolaire, avec un internat et des voyages, des tournois internationaux, etc. Donc, Régis Laguesse a lancé le centre de formation, et très rapidement, au bout de 6 mois, il m'a demandé si je souhaitais le rejoindre pour l'épauler. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Lubumbashi et au tout-puissant Mazembe. Ouais, j'ai vu moi quelques images, les installations, les infrastructures du club, elles sont impressionnantes. Tout à fait. Le club se démarque au niveau continental par ses infrastructures. C'est un stade neuf de 18 000 places avec les standards de modernité que l'on peut connaître. On a une académie avec une capacité de 80 pensionnaires, avec des terrains synthétiques dernière génération. On a plusieurs centres médico-sportifs avec des salles de gym, de récupération.
l'équipe professionnelle se déplace en avion privé, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez rare, hormis quelques grands clubs du Maghreb et d'Afrique du Sud, qui ont des niveaux économiques et de structuration du fait de ces pays-là qui sont plus riches économiquement. Donc le niveau du football est également à l'image de ces pays-là plus développé, plus structuré. Mais sur l'Afrique subsaharienne, c'est vrai que le tout-puissant Mazembe a été longtemps un des seuls représentants d'Afrique subsaharienne qui arrivait régulièrement à se hisser dans le dernier carré de Champions League et à la remporter plusieurs fois face principalement aux équipes du Maghreb. Sur les derniers temps, il y a un rééquilibrage, il y a des équipes qui investissent sur l'Afrique australe par exemple, des équipes de Tanzanie qui émergent, les Sud-Africains qui émergent aussi. Donc voilà un petit peu pour décrire le tout-puissant Mazembe au niveau des professionnels de l'équipe A. Et ça se passe comment? Donc c'est un propriétaire qui est la personne qui investit dans ce projet. Oui, oui, bon, c'est souvent le cas dans les grands clubs africains. À l'inverse de ce que l'on peut connaître sur le football européen, il y a vraiment une économie dans le football Oui, bien européen, sûr. avec avant tout les redevances, les droits télévisuels. Ensuite, il y a les ventes de maillots, il y a les sponsors, etc. Donc voilà, il y a toute une économie qui soutient les clubs en Europe et tout ne repose pas sur l'investisseur principal, le propriétaire du club ou les actionnaires majoritaires. En Afrique, principalement, ce sont souvent on va dire, des propriétaires mécènes. Hein. Donc là, pour parler de Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires, un homme politique de premier plan, et qui a investi énormément dans son club. Et effectivement, tout repose sur lui. Et donc, c'est lui qui a repris un club qui était historique, mais qui était en déliquescence, avec peu d'infrastructures, et qui a d'abord mis les infrastructures avec la construction d'un stade, qui a structuré avec les médias, un site internet, un centre de formation, qui a fait venir des, des entraîneurs renommés, comme peuvent l'être Lamine Diaye, Garzito, Patrice Carteron, pour pouvoir professionnaliser le club. Ouais, c'est ça. Et donc, quand toi, t'es arrivé, tu étais donc dès le début de la création de cette académie. Tout à fait. Donc j'ai épaulé Régis Laguesse dans cette structuration à travers la méthode de Jean-Marc Guillou. On s'en cache pas parce que la méthodologie, elle a été éprouvée. Régis l'a vu en action et c'est pas qu'on soit fermé à d'autres méthodes parce que bien sûr on est toujours à l'écoute. Les choses sont évolutives et puis il y a une manière de mener les choses. Mais le Canva, effectivement, c'est la méthode de formation JMG. Et après, ben, on est au Congo et c'est nous qui la mettons en œuvre. Donc après, il faut humainement, et ben, c'est ça, aller chercher, détecter les talents dans les quartiers. Et puis là, quand on parle d'aventure et de voyage, ben, oui, là, quand vous devez faire des détections dans tous les quartiers les plus populaires d'une grande ville de millions d'habitants africaine comme Lubumbashi, et également à travers quelques scootings à Kinshasa dans un premier temps. Eh ben oui, là, vous êtes vraiment sur le terrain, c'est-à-dire il y a tous les discours que vous pouvez avoir quand vous passez des diplômes à la FFF et à la Fédération française de football. Et puis après, bon, bah là, il faut imaginer autre chose parce que les terrains sont pas plats, les enfants n'ont pas de carte d'identité pour vérifier les âges exacts. Vous pouvez avoir saison des pluies, saison sèche, vous pouvez avoir des terrains qui ne sont pas forcément faciles d'accès, il faut monnayer, etc. Donc, il y a pas de, c'est beaucoup plus difficile. En France, vous voulez repérer les meilleurs d'une catégorie, et ben, vous allez sur Internet et vous regardez le calendrier, vous regardez la meilleure division en U15 nationaux, U13 en région, et vous savez, tel jour, telle heure, c'est sur tel terrain, vous allez avoir les meilleurs éléments d'Île-de-France. C'est ça qui est incroyable, c'est que ouais, les talents, ils sont partout, ils sont pas vraiment répertoriés. Donc, chaque détection est une surprise, en fait. Et là, c'est vraiment, il faut être imaginatif. Donc, nous, on passe par principalement les radios, également les télés, mais c'est les radios qui sont les plus suivies dans les quartiers. Et on donne un lieu de détection, un jour et un quartier. Et puis là, c'est ouvert à tous. Donc, il faut faire le tri de l'âge, parce que quand tu dis que tu veux des joueurs de 12 ans, bah, tout le monde a 12 ans. Et, et puis, mais c'est formidable parce qu'il y a un engouement populaire. Voilà, quand on est suivi par des journalistes ou des personnes qui font des petits sujets, des documentaires sur notre travail, c'est vrai que c'est des images incroyables de voir cette foule d'enfants qui sont tellement en attente
et voilà, qui peuvent avoir un vrai ballon en cuir officiel et pouvoir voilà, se donner à travers l'ambiance de quartier parce que pour le coup, c'est très chaleureux, c'est pas figé, même si on met un cadre pour pouvoir détecter les joueurs et qui s'expriment. Mais c'est très, très bruyant, très populaire, tout le monde est autour. Nous, on aime beaucoup, avec Régis, faire participer absolument nos académiciens, c'est-à-dire que même dans les notations, parce que c'est les joueurs qui ont le meilleur œil, hein, donc on prend des joueurs plus aguerris pour noter avec nous sur certains barèmes, certains critères, et puis les autres pour enregistrer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'expriment pas forcément très bien en français, donc forcément dans leur langue maternelle, en swahili, comme ça on met nos joueurs qui puissent les référencer, les inscrire sur les listes, d'autres qui font un périmètre pour encadrer, qui font un peu, entre guillemets, la sécurité. Donc c'est très collégial et c'est des super moments humains en dehors de l'aspect sportif. Comment tu fais pour justement pour l'âge et pour gérer un peu cette problématique-là? Alors, déjà, d'être sûr au mois près et à l'année près, c'est quasiment impossible, même en étant vraiment pointilleux sur cet aspect-là. Après, c'est un peu avec l'expérience. On recoupe également avec les familles. C'est-à-dire qu'avec les familles, on arrive à savoir quand ils nous disent, bon, il y a le grand frère qui est en telle classe, qui évolue à tel niveau, la petite sœur, c'est-à-dire par rapport aux naissances dans la fratrie, on arrive à se resituer un petit peu. Ça nous donne déjà des marges. Et puis ensuite, parfois, quand il y a vraiment, on voit vraiment, entre guillemets, des truands qui tentent leur chance, hein, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais bon, on leur demande simplement la date de naissance et l'année. Et là, souvent, malheureusement, ils s'en mêlent les Ah pinceaux ouais, parce qu'ils ont du mal même à... Voilà, ils disent qu'ils ont 12 ans. Si on leur dit on cherche des enfants de 12 ans, après, quand on leur demande, oui, ben alors c'est quelle année, quel mois, alors là, c'est déjà plus difficile. Ils n'ont pas forcément réfléchi comment on va bien répondre à ce type de questions. Donc, il y a des petits tips dans un premier temps sur les inscriptions. Après, quand c'est des joueurs qui nous intéressent vraiment et qu'on veut vraiment essayer d'affiner pour avoir l'âge réel, voilà, c'est plus on recoupe avec les informations des familles, parce que ça peut paraître incroyable de l'extérieur, mais c'est des pays qui ont très peu de recensement et ça a d'ailleurs des problèmes souvent pour les, pour les élections, parce que il y a peu de personnes qui ont des cartes d'identité, des cartes d'électeurs, etc. Donc, c'est très complexe et les extraits de naissance, il y a très peu d'informatique. Donc les extraits de naissance, ce sont des papiers et vous pouvez demander n'importe quel papier à n'importe quelle petite mairie de quartier et on va vous sortir un bout de papier avec un tampon, avec la date de naissance que vous voudrez pour une somme modique. Donc vous ne pouvez pas vous fier aux documents et il y a très peu d'informatique. Donc vous ne pouvez pas recouper comme en Europe avec des cartes vitales, des bien inscriptions sûr. et des registres d'état civil. Mhm. Et juste, parce que là, justement, tu en as un peu parlé et on va toujours jongler entre le terrain de foot et en dehors du terrain. La ville où tu es, donc Lubumbashi, c'est comment? Alors c'est la deuxième ville du Congo, on estime peut-être autour de 3 millions d'habitants, mais alors vraiment avec des chiffres, là je ne m'avancerai pas sur la véracité des chiffres. C'est une ville qui est très étendue, mais qui est, on va dire, qui n'est pas élevée, dans le sens où il y a peu de bâtiments. Ce sont que des habitations de plein pied. Donc, ce qui fait que la ville a on va dire, des villes capitales que l'on peut connaître dans le monde. Au début, quand on survole et qu'on arrive sur le tarmac, on a l'impression d'arriver, entre guillemets, dans un grand village, parce qu'on ne voit pas de bâtiments en hauteur, de building, il n'y a pas d'infrastructure, c'est-à-dire de transport en commun, etc. Tout ce qui fait que pour un Européen, on a une impression de grande ville. Pour autant, c'est des villes avec énormément d'habitants. C'est une ville qui est très enclavée, qui est au sud de la RDC, à 15 km de la frontière zambienne, et qui a sa raison d'être, qui s'est développée du fait de l'activité minière. Donc c'est ce qu'on appelle la Copper Belt. Et donc c'est du coltan, du cobalt, du cuivre, certains métaux rares, qui fait que ça s'est développé à travers des activités minières. Voilà, donc c'est à 1300 mètres sur un plateau. Donc on a des très beaux ciels bleus, on a un peu de vent malgré la chaleur. C'est pas suffocant comme
peut l'être Kinshasa, par exemple, la capitale, ou Abidjan, où ce sont des climats tropicaux humides, avec beaucoup d'humidité. Là, c'est plutôt chaud et sec, avec une saison sèche, avec beaucoup de poussière, de la latérite qui vole, de la terre rouge, hein, un peu l'image africaine que l'on peut avoir, et une saison des pluies abondantes, avec là beaucoup plus de verdure qui ressort. Toi, tu es parti tout seul à 26 ans. Comment tu gères ta relation avec ta famille? Oui, ma famille est en France. Bon, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenu, jamais mis une forme de pression affective en disant tu pars, tu nous quittes, on ne te voit pas souvent. Non, non, j'ai une famille qui, je pense, qui comprend ma passion et au contraire qui en profite parce que ma mère vient me rendre visite régulièrement et elle est enchantée par ce type de déplacement, de voyage. Et voilà, après, évidemment, sur le plan personnel et humain, rien ne remplace sa culture d'origine. C'est ce que parfois on a du mal à comprendre quand on est un peu auto-centré en France sur la difficulté des personnes qui sont hors de leur pays, les émigrés, les exilés. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Même en ayant fait le choix de quitter la France, un choix que j'assume pleinement, dans lequel je me retrouve, il y a toujours des moments où forcément la France, les amis, la culture, la famille sont des manques et vous rappellent. Et je pense que, sans vouloir me faire le vieux sage, il faut pouvoir trouver un équilibre et une balance. Donc, moi, j'attends régulièrement les retours pour pouvoir recharger les batteries, voilà, me retrouver dans mon milieu et pour mieux revenir avec une énergie pour pouvoir et ben, voilà, relever les challenges que j'ai ici. Ouais, parce que justement, en termes d'énergie, c'est vrai que tu as besoin d'énormément d'énergie, non, pour faire avancer les projets là-bas et bah, encore plus une académie. C'est les deux côtés d'une médaille. C'est que en Afrique, c'est formidable parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc, on peut pousser les portes. Moi, pour ne citer que quelques expériences, j'ai assisté, oui, assisté, aidé à des accouchements dans des maternités de brousse, alors que j'ai aucune compétence en la matière. Mais j'étais dans des petits villages et j'ai assisté à des naissances, par exemple. J'ai travaillé à Abidjan, à la MACA, la maison d'arrêt centrale d'Abidjan, dans le département des mineurs, avec une association. J'ai été dans une prison, travailler sur des dossiers de mineurs à la réinsertion. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à tellement de monde, de domaines par rapport à la France où tout est plus cadré, carré, où il faut du temps, de l'expérience pour pouvoir pousser certaines portes. Donc ça, c'est ce qui est formidable. Mais si vous avez accès à tout ça plus facilement, c'est aussi parce qu'il y a des manques. C'est parce que eh ben, tout n'est pas aussi bien structuré et qu'il manque parfois des moyens, des compétences, etc. Donc le revers de la médaille, c'est qu'il vous faut une énergie énorme parce que vous n'avez pas de soutien, de support du fait d'une institution, des infrastructures, des moyens, des politiques publiques. Donc quand vous devez mener à bien un projet, peu importe le domaine, c'est des combats pied à pied sur chaque domaine parce que vous ne pouvez pas vous reposer sur ne serait-ce qu'un transport public pour vous amener d'un point A à un point B. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que, eh ben, il y ait un calendrier avec un championnat, avec quelque chose qui soit déjà déterminé à l'avance et vous pouvez faire une programmation en disant tel jour, tel endroit, on ira là. Non, parce que les calendriers sont tout le temps changés, les conditions sont mouvantes, sans parler au niveau maintenant au niveau macro-sociétal, au niveau des perturbations politiques, parce que en Côte d'Ivoire, j'ai dû arrêter par exemple sur un conflit. J'y suis resté ici pendant plus de 3 ans, alors que le président du club était en exil pour des raisons politiques pendant les dernières élections. Donc, quand vous restez dans un pays, vous êtes arrivé. Le président du club était à l'époque gouverneur du Katanga, donc une des premières personnalités politiques. Vous avez un certain nombre de garanties pour pouvoir avancer dans vos projets. Et quand 5 ans après, il est en exil pour raisons politiques, c'est beaucoup plus compliqué de mener votre projet. Donc, ça demande évidemment, on va dire, oui, une énergie, une grande énergie, de la patience, des nerfs d'acier parfois, de la diplomatie
et il faut pouvoir effectivement, s'y retrouver aussi humainement, donc pouvoir, assimiler tout ça pour pouvoir, continuer à avancer, mener les projets à bien. Et justement, toi, tu t'es fait des amis en dehors du foot. C'est comment ta vie, juste pour qu'on comprenne un peu ici? On va dire simplement que je suis un peu comme un poisson dans l'eau entre guillemets. Déjà, ça fait 9 ans que je suis ici, donc j'ai eu le temps quand même de bien faire le tour. Alors c'est très différent parce que moi en tant que Parisien, donc cosmopolite, ici le milieu culturel malheureusement est assez pauvre, pas du fait du manque d'artistes ou de créativité de la population, mais du manque de lieux dédiés à la culture pour faire des sorties comme nous on peut en avoir l'habitude. Par contre, ça peut être beaucoup plus riche au niveau sportif, un peu comme ça peut l'être peut-être dans des petites villes de province, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'espace. Donc, par exemple, je me suis mis ici à la motocross, à l'enduro, je me suis mis au golf. Donc, il y a beaucoup plus d'activités qui tournent autour du sport, du fait et puis du voyage. On peut sortir, il y a des lacs, on peut partir en balade, etc. Donc, c'est-à-dire que il faut pouvoir aussi s'adapter au lieu où vous êtes. C'est-à-dire que tu sois à Paris ou parfois moi j'aime faire du trek. Si tu vas au fin fond du Mercantour faire un trek, eh ben, tu n'auras pas les mêmes activités, pas les mêmes rencontres que si tu es dans Paris 9e. Donc c'est aussi voilà, s'intégrer et s'adapter à l'environnement, à l'endroit dans lequel on est. Ouais, justement, tu as beaucoup voyagé? Ben, je voyage pas mal à travers le sport. Donc, depuis cette année, j'ai une double casquette. Donc, je suis directeur adjoint du, Ouais, du c'est centre ça. de formation et je m'occupe du CS Don Bosco, qui est une entité du club qui évolue en première division, au même titre que le tout-puissant Mazembe, qui est euh, la maison mère. Et donc, comme c'est le championnat national, il y a 16 équipes. Et il y en a 5 basées à Kinshasa, il y en a une basée à Goma, donc qui est au nord Kivu, malheureusement une région en guerre depuis plus de 15 ans, avec la plus grande force onusienne, avec plus de 10 000 casques bleus depuis plus de 15 ans, donc un territoire magnifique. Vous allez à Goma, vous arrivez sur un petit tarmac, c'est surplombé par un énorme volcan en activité. Vous avez un lac qui est plutôt une mer intérieure qui fait la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Au niveau du Tanganyika, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Malheureusement, c'est une région qui est difficile d'accès, alors que ça devrait être un des joyaux mondiaux au niveau touristique. Donc voilà, à travers le sport, on voyage dans des territoires reculés. Dernièrement, on était à Kindu, qui est une toute petite localité, Mbujimaï, dans le Kasaï oriental. Donc on voyage avec les équipes. Et c'est ça la beauté du sport, parce que c'est des endroits où personnellement, on irait difficilement, même si on aime voyager. D'une, parce que les liaisons c'est vraiment des régions très enclavées avec très peu de liaisons. Il y a certaines villes qui ont des liaisons, seulement une liaison aérienne par semaine, euh, et avec très peu d'infrastructures, une fois de plus, hein. Il n'y a pas très peu d'hôtels, etc. sur place. Donc à travers le sport, on voyage, on découvre. Ouais, ouais, ouais. Et justement, tu me disais ces histoires de voyage, quand tu dois te déplacer, ça peut des fois avoir des histoires rocambolesques, non? Entre les problèmes d'avion, les retards. Bah, comme tu disais, il faut Ah s'adapter. bah, rien n'est garanti. Ce qui est garanti, c'est que tout ce que vous aviez imaginé ne se passera pas. Ça, tu le sais. C'est-à-dire tout ce qui était planifié n'adviendra pas. Donc il faut être sur le qui-vive, il faut faire preuve d'adaptation, de réactivité. Les calendriers, concernant la première division, la Lina Foot, les calendriers sont régulièrement changés. Donc on a très peu de visibilité. Les avions sont régulièrement en panne. Et on se déplace avec la compagnie nationale puisqu'il y a un partenariat avec le gouvernement pour pouvoir déplacer les équipes, car toutes les équipes n'ont pas les moyens qu'on a Ouais, parce que c'est des distances pour énormes. financer leur déplacement. Donc c'est des distances énormes, les billets d'avion sont très chers en Afrique parce qu'il y a peu de concurrence, il y a très peu de compagnies, donc les billets d'avion sont très chers, surtout si vous le mettrez en rapport au prorata du pouvoir d'achat et des revenus de la population. Donc il y a souvent eu des championnats qui ont capoté parce que les équipes n'arrivaient pas à se déplacer, ça faisait des reports incessants. Donc là, le gouvernement a pris en charge à travers la compagnie nationale, mais la compagnie nationale a 4 appareils.
et dont 2 qui sont actuellement plantés au sol. Donc, bah, vous pouvez imaginer. Ah ok, il y a 4 appareils au Congo. 4 appareils pour Congo Airways, la compagnie Ok. nationale. Alors, il y a une autre compagnie, CA, mais bon, ça vous donne une idée, quoi. Ouais, 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 ok, ok. Donc tu dois être dans l'attente de ton avion des fois qui arrive pas ou qui va avoir des retards ou juste. Exactement, ça décale le championnat. Vous avez des villes qui sont desservies seulement 1 à 2 fois par semaine, donc il faut attendre 4 5 jours sur place Ah ouais, c'est et ça. espérer que le vol arrive. Donc, bon, il y a une forme de folklore, on va dire. Et toi, tu le prends de manière toujours positive, tu arrives à passer outre, bah, tu dis ok, c'est comme ça, ou non, il y a des fois quand même ça peut continuer à t'énerver. Je suis pas un maître zen, je suis pas un gonze, hein. Non, non, j'en reviens, c'est l'importance justement de pouvoir régulièrement rentrer se ressourcer pour ne pas devenir acariâtre, ne pas avoir voilà, ce côté fleur de peau. Parce que quand tu es dans un environnement et ben voilà, aussi complexe, qui demande énormément d'énergie, il y a énormément de frustration. Tu t'investis, tu planifies, tu programmes, tu te projettes. Et ça, c'est notre éducation et nos habitudes de vie européennes, parce qu'on sait que les choses globalement fonctionnent. Et là, bah, il faut pouvoir accepter que c'est plus il faut réfléchir souvent sur du court terme, parce que même en se projetant loin, il y a toujours des couacs et des impondérables. Donc, il faut pouvoir justement rentrer régulièrement pour pouvoir garder ce calme, parce que des gens qui restent trop longtemps, à un moment, si tout irrite et tout énerve, bah, tu es Ouais. plus efficace. Et en même temps, il ne faut pas rentrer, je pense, selon moi, alors c'est mon avis personnel, dans un fatalisme et de tout accepter. Parce que dans ce cas-là, tu ne fais plus avancer les choses et ta raison d'être sur place n'est- n'y est plus. C'est-à-dire que si tu acceptes tout en l'état, eh ben, tu fais rien avancer. Et comme moi, je me considère comme moteur de projet et qu'on m'a investi à des responsabilités, que j'ai voilà, des gens sous mes responsabilités, un staff, des joueurs, certains qu'on a détectés, alors pas seuls, hein, il y a toujours avec Régis Laguesse, avec le personnel, les enseignants, les éducateurs du centre de formation, les dirigeants qui ont mis les moyens financiers et qui nous ont toujours soutenus, des joueurs qu'on a repérés à 12 13 ans dans les quartiers et actuellement qui sont en équipe nationale A de RDC, qui jouent des Ligues des Champions, qui prennent des avions à droite à gauche à travers tout le pays. C'est formidable. Mais pour ça, il faut à chaque fois avoir des objectifs et ne pas se décourager ou accepter à chaque déconvenu. Il faut essayer de changer les choses aussi. Et justement, toi, dans ces 7 dernières années, est-ce que tu as des exemples de choses qui se sont, des exemples précis de choses qui se sont améliorées dans le foot local ou dans le foot même africain en général? Oui, il y a des changements. Après, il y a des changements, après, c'est plutôt à l'échelle du temps, en fait. Il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps. Il ne faut pas être impatient parce que les changements s'opèrent progressivement et pas toujours aussi rapidement qu'on le souhaiterait ou qu'on le pourrait, avec plus de bonne volonté. Et si tout le monde tirait dans le même sens, mettait son énergie à changer les choses. Il y a l'arbitrage qui est en train d'être restructuré au niveau de la CAF, par exemple, qui tend à s'améliorer sur les compétitions continentales. Euh, Dernièrement, même au niveau local, à force d'avoir parlé sur les problématiques d'âge, sur les catégories de jeunes, il y a d'autres clubs qui sont montés au créneau, qui ont fait interrompre certaines compétitions, certains matchs, en décriant voilà, la différence d'âge. Alors que moi, quand je suis arrivé ici il y a 9 ans, avec Régis toujours, on essayait de prêcher un peu autour de nous. Bon, on nous prenait pour des doux rêveurs en disant ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, on n'y peut rien, il n'y a rien à faire. Et à tous les niveaux, hein, des instances jusqu'au club, en passant par les joueurs, les dirigeants, etc. Et maintenant, quand on voit qu'il y a d'autres structures, d'autres académies, d'autres clubs qui tapent du poing sur la table et font réagir les instances qui commencent à prendre des mesures, eh ben, c'est des petites avancées, mais qui font effet boule de neige, parce que vous ne pouvez pas prêcher seul. Surtout, nous, en tant qu'étrangers dans un pays, on peut amener des pistes de réflexion, on peut amener un modèle à travers le travail qu'on fait, mais on ne peut pas être des donneurs de leçons non plus. Donc, on peut essayer d'initier quelque chose, mais après, c'est bien que ça soit euh, eh ben, les académies
du Congo, les techniciens du Congo qui eux-mêmes s'emparent de ces questions-là pour les régler ou non. Et toi, là, maintenant, donc, tu disais, tu es l'entraîneur de l'équipe de l'académie. Comment ça se passe, le championnat? Parce que j'imagine tu as des joueurs plus jeunes. Oui, tout à fait. On a cette entité qui était déjà existante et on a voulu que ça puisse servir de passerelle entre le centre de formation et l'équipe première des pros. Donc, ça nous sert de post-formation. Donc, j'ai des joueurs effectivement très jeunes, une moyenne d'âge qui doit tourner autour de 23-24 ans, avec des joueurs qui ont tout juste, qui sont dans leur année de leurs 18 ans, qui sortent du centre de formation et qui sont titulaires en première division. Alors forcément, ils font pas encore 1,90 m et 90 kg, donc pour un championnat qui est quand même bien classé au niveau africain. La RDC, c'est quand même un championnat qui est bien classé, qui classe régulièrement dans les derniers carrés deux équipes, principalement de Vita Club et Tout-Puissant Mazembe. Donc c'est un championnat relevé. On est actuellement 8e sur 16, on est à un tiers du parcours, il nous reste 6 matchs. Donc voilà, on est, on va dire, dans nos objectifs. Évidemment, on aurait souhaité faire mieux parce qu'on est tout compétiteur, on cherche toujours à aller plus haut. Mais par rapport au double objectif qui était de bien figurer et donner du temps de jeu à une nouvelle génération, on est, on va dire, dans nos objectifs. Et c'est très passionnant, également très stressant parce que c'est une grosse responsabilité d'avoir un club de première division quand à l'origine vous êtes formateur. Et, mais c'est passionnant parce qu'une fois de plus, des joueurs des joueurs avec qui on travaille depuis 5-6 ans, qui avaient 12-13 ans, et à travers leur performance en première division, ils sont appelés en équipe nationale des moins de 20 ans, etc. Voilà, dernièrement, j'ai un joueur qui m'a ramené un maillot de l'équipe nationale quand il est rentré des moins de 20 ans. Voilà, c'est des super gestes. C'est peu, mais c'est beaucoup à la fois parce que ça traduit tout le chemin qu'on a parcouru ensemble. Et ça, c'est en train de te donner des envies d'entraîner un club professionnel. Très honnêtement, pas vraiment. Bon, c'est ce que je supputais déjà, hein, mais c'est beau. La compétition, vous êtes perpétuellement dans le court terme. Chaque match, il vous faut absolument un résultat et vous êtes soumis à une pression constante des médias, des dirigeants, des supporters. Et c'est le contraire de la formation où on sait qu'il faut donner du temps parce que on connaît les parcours, hein, pour citer la France, avec Thomas Lemar, avec Valbuena, avec Ribéry, avec Griezmann. Voilà, c'est des joueurs à qui on n'a pas donné le temps dans les grands centres de formation français, où c'est un peu la lessiveuse. On prend beaucoup de joueurs chaque année, mais on en sort beaucoup pour récupérer toujours écrémé. Et contrairement à ce que disait Adjovi Boko, on ne garde pas tout le monde jusqu'à la fin du cursus. Donc, alors la formation française est extraordinaire du fait de ses résultats et des joueurs qui sortent. Hein, c'est pas pour remettre en question ça. Mais par contre, il y a beaucoup de joueurs qui sont laissés sur le côté. Et dans la compétition, c'est la même chose, c'est-à-dire les techniciens, on est voilà, sur des sièges éjectables, donc vous êtes sur du court terme, c'est tout le temps, il faut renouveler, changer pour avoir des résultats immédiats. Donc très honnêtement, non, je suis plus intéressé par du être team manager, par exemple, encadrer les équipes, proposer des bons profils de techniciens pour des équipes, m'occuper de l'encadrement, de la logistique, des déplacements, parce que c'est des pays très complexes où il y a besoin énormément d'organisation. C'est-à-dire que l'organisation est cruciale pour pouvoir donner justement un cadre propice aux techniciens pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Donc ça serait plus mettre, on va dire, mon expérience, ma connaissance du club, du pays, du championnat, pour pouvoir prendre plutôt un rôle de dirigeant, pour encadrer ce que je fais déjà. Hein. J'ai déjà des responsabilités sur les salaires, sur une partie du recrutement, sur les déplacements. Je ne suis pas seulement entraîneur, je suis, on va dire, manager de ce club de première division, plus directeur adjoint de la structure de formation. Donc c'est plutôt continuer dans ce domaine-là où il y a beaucoup de choses à faire en dehors du terrain, mais pas pour rester dans un bureau. Je pense qu'on a compris. Ici, c'est pas un travail de bureau, mais pour être sur le terrain et pour épauler les techniciens et pour faire du recrutement, autant de joueurs, de techniciens, et voilà. Et t'envisages un jour, ou à court moyen terme, de rentrer en France? Je me pose pas vraiment la question d'avoir d'autres projets à l'extérieur, pas forcément en Afrique. Oui, parce que justement, hein, si je suis arrivé ici, c'est que j'ai poussé beaucoup de portes et que j'aime les challenges et les découvertes. Donc, avoir une expérience en Asie, en Amérique latine, pourquoi pas. En Europe, éventuellement.
mais je serais peut-être plus tenté par un autre pays que la France en Europe, quelque chose de plus peut-être exotique. Après, j'exclus pas du tout de rentrer en France. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis parti de la France, comme parfois j'entends des discours, ah moi, la France, non, j'en peux plus, je pars, qui rejette la France, pas du tout. Moi, j'adore la France, je trouve que c'est un pays formidable à plein d'égards, et que quand on sort, on s'en rend bien compte des acquis que l'on a. Parfois, on l'oublie. Et donc, je rentre en France avec plaisir pour l'instant sur des séjours de vacances. Mais rentrer définitivement, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais pas à court terme. C'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête. Quelles sont les clés, selon toi, pour réussir à l'étranger pour un entraîneur ou en Afrique? Ah, est-ce que j'aurais la prétention de dire ça? Alors déjà, l'Afrique, c'est très large, hein, parce que quand on dit l'Afrique, je veux dire, c'est comme l'Europe. On ne peut pas comparer la Scandinavie avec le Portugal, par exemple. Mais tout de même, il y a quand même une forme parfois de similitude. En tout cas, moi, le trait que j'ai, c'est quand même la chaleur humaine, les relations qu'ont les gens entre eux, la fraternité, etc. Sans tomber dans le cliché, hein, parce que les problèmes sont nombreux. Et quand j'entends parler parfois de fraternité, solidarité, il faut aussi voir les problématiques parfois qui entredéchirent des familles lors de succession ou, bon, sans rentrer dans de la géopolitique, il ne faut pas rentrer non plus dans l'angélisme, hein, sur les sociétés et les cultures africaines. Mais au niveau interpersonnel, en tout cas, sans rentrer au niveau des sociétés, au niveau interpersonnel, je pense qu'il faut des techniciens qui soient ouverts, c'est-à-dire des personnes qui soient en ouverture, à l'écoute, qui aient envie de rire, de prendre du temps avec les gens. Parce que si, en gros, pour résumer, si vous êtes trop suisse-allemand, trop cartésien, vous n'allez pas y arriver. C'est d'une, parce que les gens ne vont pas, vous n'allez pas avoir l'adhésion de votre staff, par exemple, ou de vos joueurs, parce que vous allez être trop froid, vous allez être trop à côté de la plaque. Et également parce que vous n'allez pas vous épanouir. Et qu'au bout de 3 mois, vous aurez envie de rentrer en disant, mais attendez, là, je peux pas supporter qu'on me dise demain c'est 15h30 et puis à 15h30, il n'y a personne. Donc je veux dire, pour nous Français, je veux dire, il faut une culture un peu méditerranéenne. Ok. Et pour autant, c'est pas un gage de réussite, c'est pas le critère premier. Il faut des compétences, du sérieux, mais pouvoir aussi arrondir les angles pour pouvoir, une fois de plus, ben voilà, être en adéquation avec le pays et pouvoir ensuite, eh ben, imprimer de soi, imprimer du changement, mais il faut pouvoir le faire intelligemment. Comment tu perçois ça lorsqu'on parle de l'entraîneur européen, l'entraîneur blanc, le sorcier blanc, côté donneur de leçons? Bon, déjà, moi, j'ai pas un palmarès et un CV comme peut l'avoir Claude Leroy quand on parle du sorcier blanc. Donc, je me considère pas du tout dans cette catégorie-là. Je l'ai jamais vécu comme ça. Et je pense, moi, entre guillemets, ma chance, c'est du fait de mon parcours. Enfin, c'est pas une chance, mon parcours a fait que j'ai commencé en brousse, dans des villages, à travailler avec des enfants dans des champs et dans des écoles. Donc, à partir de là, moi, quelqu'un qui va me dire, toi le blanc, qui va me prendre de haut, comme si j'étais arrivé avec mes gros sabots dans une grosse voiture pour donner des leçons. Je sais pertinemment par où je suis passé. J'ai vécu dans des quartiers très populaires pendant des années, loin de tous les expatriés, entre guillemets. C'est pas du tout pour mettre ça en avant, mais c'est plus que je connais mon parcours et il n'y a même pas de parler de légitimité ou pas, mais moi je me sens à ma place, c'est-à-dire que je pense savoir interagir avec les gens, savoir me mettre. J'ai une forme de simplicité, on va dire. J'ai une forme de simplicité. J'ai pas besoin de faire étalage ni de mes diplômes, ni de mes connaissances, ni de mon expérience. J'apporte ce que je suis. J'essaye de faire le mieux que je peux. Je rappelle souvent aux joueurs sur le terrain, aux joueurs en classe quand on est en classe que je fais des erreurs dans mes compositions, que je peux faire une faute d'orthographe au tableau. Donc il faut aussi montrer que on n'est que des êtres humains, on est tous faillibles et finalement c'est ça qui nous rapproche tous, c'est qu'on a tous des compétences, on a tous de l'énergie et quelque chose à donner et on a aussi nos faiblesses, nos erreurs et à partir de là, pour moi, il n'y a pas de le blanc ou l'africain, on, on est tous des êtres humains, on fait de notre mieux et on commet des erreurs et à partir de là, une fois que
que tu fais passer ce message-là. Je pense qu'avec les joueurs avec qui tu passes beaucoup de temps, il n'y a plus de barrière de continent ou de couleur. Alors, ça peut être ponctuellement sur des stades parce que les gens ne te connaissent pas et comme tu es le seul blanc, bah forcément, il y a entre guillemets quelques colibés, etc. Mais bon, après, avec les années, vraiment, moi, ça m'atteint pas vraiment. Alors, bien sûr, parfois, tu peux avoir des réactions épidermiques. Il y a une défaite, tu es dans un stade plein, tu te fais huer, etc. Bon, bah là, c'est là qu'il faut avoir de l'expérience, justement, et du self-control. C'est important d'avoir du self-control. Je pourrais dire aussi, voilà, donc c'est avoir un côté chaleur humaine méditerranéen, mais il faut aussi avoir du self-control parce qu'il y a plein de situations auxquelles on n'est pas habitué en Europe, auxquelles on n'est pas confronté. Et il faut pouvoir, voilà, ne pas déraper, entre guillemets. C'est assez drôle parce que donc il y a pas très longtemps, j'ai eu sur ce podcast, j'ai eu Alex Copolani qui était au Nigeria quand je discutais avec lui. Et maintenant, il fait partie du staff du Tout-Puissant, c'est ça? Ben c'est moi qui ai proposé sa candidature. Donc oui, oui, je l'ai fait venir C'est ici. c'est marrant. Le monde est petit parce que c'est pas forcément, c'est pas via lui qu'on est rentré en contact. Tu vous avez tous les deux, et même quand j'ai discuté avec Pascal Lafloriel, qui est le DTN en République centrafricaine, qui sont en tout cas ceux qui ont travaillé plusieurs années en Afrique, une espèce de sagesse où vous véhiculez quand même des beaux messages. Oui, moi je pense que j'en reviens à l'éducation, à la curiosité. Je pense que c'est quand tu es confronté à des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, qui te sortent de ta zone de confort. Je pense que forcément, ça développe en toi, ça te développe, ça te fait grandir, ça t'ouvre. Et quand tu es en Afrique subsaharienne, malheureusement, les conditions de vie de la plupart des populations, et nous, pour travailler, on travaille dans le sport. Et le sport, on sait bien que comme en France, hein, les meilleurs, ils ne viennent pas des beaux quartiers parisiens, hein, ils viennent des cités, pour la plupart. Et donc, on est confronté sur un continent qui est déjà dans les plus défavorisés, à la population qui est souvent également la plus défavorisée. Donc, à travers les relations humaines qu'on a avec nos joueurs, qui sont des jeunes joueurs, les familles, les conditions de vie quand on va visiter les familles, ce que l'on voit, c'est indescriptible, pour résumer ces eaux-là de l'époque. Et donc, forcément, je pense que à la longue, eh ben, ça te forge quand même une forme de réflexion, d'esprit critique. Tu prends un peu de recul sur les conditions que toi tu as eues, et ça permet aussi de relativiser, de prendre de la hauteur et de pouvoir essayer au maximum, justement, d'être, on va dire, une bonne personne pour leur amener le plus possible, parce que entre guillemets, ils ont tellement eu peu d'opportunités, de chances de pouvoir développer leur potentialité, que ça te demande à toi d'être fort et non pas irréprochable, parce que par contre on est tous faillibles, mais par contre d'essayer de donner le meilleur et de s'élever un peu. Et à l'image de nous, avec Régis, on est resté ici 3 ans alors que le président était en exil. C'était évidemment très difficile parce que ben, le climat, etc., aurait fait que peut-être certains auraient laissé tomber. Mais et on est resté. On est resté, non pas, on n'est pas des héros, loin de là, hein, mais on est resté aussi, je pense, parce qu'il y a une forme, oui, un peu de maturité, de sagesse, de dire on est engagé dans des projets qui dépassent juste le cadre du sport. On est engagé avec des joueurs, des familles. Alors, il ne faut pas se dire on va tous les sauver, parce que là, sinon, tu risques de tomber en dépression parce que tu ne peux pas tout prendre sur les épaules. Mais par contre, de te dire à mon échelle ce que je peux faire, je vais essayer de le faire et le mieux possible. Et ben voilà, je pense que c'est du fait des contextes dans lesquels on est, des relations humaines dans lesquelles on est engagé. Oui, je pense que ça te fait un peu évoluer en tout cas. Et on est dans des pays où parfois c'est en manque de modèles, c'est-à-dire que les modèles qu'il y a ici, c'est pas forcément les bons. Et donc, à travers les joueurs qu'on peut former, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des futurs internationaux, et comme l'a fait Jean-Marc Guillou, par exemple, avec Yaya Touré, etc., qui est ambassadeur de l'UNICEF, Adjovi Boko, ancien joueur, etc., par exemple. Voilà, c'est de contribuer à notre petite échelle à ce qu'il y ait des modèles à travers des leaders d'opinion. Et les leaders d'opinion dans les sociétés africaines, il y en a beaucoup qui sont sportifs et qui ont un,
un porte-voix qui est énorme, parce que les sportifs de haut niveau sont adulés et ont les médias. Donc, voilà, c'est sans se donner des grands objectifs de société, parce qu'au départ, nous, on est juste passionnés de terrain et ce qu'on préfère, c'est taper dans un ballon, pour le dire simplement. Mais si on peut dépasser ce cadre-là, à travers l'éducation, à travers le modèle que nous, on peut être et qu'ensuite les joueurs seront, oui, on essaye à notre petite échelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bon, de continuer à voyager grâce au sport. Ah, c'est beau, c'est une belle fin pour l'épisode du podcast. Merci beaucoup Yoann pour ton temps et pour nous avoir partagé un peu de ta vie en Afrique, riche en enseignements ce fut. Donc merci beaucoup, à très bientôt. Allez, merci Hugo, bonne continuation à toi aussi, c'était un plaisir. Ciao. S'expatrier en Afrique est une expérience humaine puissante, demandant un engagement total qui va bien au-delà du simple projet sportif. Sur ce continent qui vit pour et autour du foot, Yoann a trouvé sa voie et s'épanouit pleinement. Sa sagesse et son recul se ressentent à travers ses mots. Merci beaucoup pour ton témoignage, Yoann. J'en profite pour saluer mon ami Cédric Leroy, acteur important dans le développement du foot en Inde et grand entraîneur de futsal, qui m'a présenté Yoann. Voilà, vous venez d'écouter le 15e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt!